Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue. On poursuit le devoir de mémoire sur la conférence nationale. Aujourd'hui, on fait un zoom sur le PCB, le Parti communiste du Bénin, et sa lecture de la conférence nationale des forces vives de 1990, des assises que le Parti communiste du Bénin a boycottées. Il les a suivies de loin, en tout cas loin de l'hôtel PLM à Aledjo, pour des raisons que nous tenterons tout à l'heure de comprendre. Et donc, pour débattre des raisons de cette absence, de l'organisation de l'opposition face au régime militaire révolutionnaire de Mathieu Kérékou, de même que des décisions prises au cours de cette historique rencontre, nous sommes ce soir avec Jean Kokou Zounon. C'est un ingénieur statisticien économiste. Il est par ailleurs membre et responsable du Parti communiste du Bénin. Jean Kokou Zounon, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Allez, bienvenue sur le plateau de l'info continue. Je voudrais, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, puisque nous faisons un zoom sur la conférence nationale des forces vives de 1990 pour avoir votre lecture, je voudrais d'entrée que vous nous précisez un peu l'idéologie qui est celle du Parti communiste du Bénin, le PCB. L'idéologie du Parti communiste du Bénin, c'est que chacun vive de son travail. C'est ça. Que l'un n'aille pas exploiter et vivre du travail de l'autre. D'accord. C'est ça l'idéologie. Okay. Que l'argent public puisse servir au bien-être de tout le monde. D'accord. Et que votre travail ne soit pas pris et exploité par un autre. D'accord. C'est ça l'idéologie du PCB. C'est pour cela que le PCB défend les travailleurs, défend les paysans, défend les artisans contre toute forme d'exploitation. D'accord. Et de répression de leur combat. D'accord. Alors avant qu'on arrive en 1990 pour la conférence nationale, on a eu 18 ans du régime révolutionnaire, pour ne pas dire du régime militaire révolutionnaire de Mathieu Kérékou. Dites-nous avant comment l'opposition s'organisait contre, je dirais, le régime de Mathieu Kérékou à l'époque. Je voudrais, si vous voulez bien, disons que nous sommes aujourd'hui, normalement, à la commémoration des 35 ans. 35 ans, oui. La deuxième journée, si tout va bien. Lorsque vous voulez commémorer quelque chose, vous devez voir d'abord ce que ça a apporté de bien ou de mauvais. Je pense qu'il s'agit de regarder ça avant de répondre à ce qui a pu permettre de venir même à cette conférence. D'accord. Parce qu'on va évoluer pour aller là. Je voudrais que de façon contextuelle, on puisse se situer, savoir comment on manifestait, je dirais, l'opposition face à un régime qui a fini par accepter la conférence nationale. Oui, je vais y arriver. Allons-y. 35 ans, c'est tous ceux qui ont ça aujourd'hui, font 70% de la population. C'est ça. Donc, si on met depuis 35 ans, ce que nous avons eu, c'est un retard accentué de notre pays. Avec la domination toujours de l'ex-colonisateur, avec ces institutions de Bretton Woods, nous sommes toujours sous le truc du FMI et de la Banque mondiale. D'accord. C'est la ruine de la jeunesse, avec le chômage et la précarité endémique, pendant qu'au sommet, c'est la corruption généralisée et la légalisation de l'impunité. C'est ça. Le quatrième truc, c'est le fait que en 1964, les troupes françaises ont été chassées de notre pays par Ahoumadégoui. Aujourd'hui, en 1964. En 1964. Aujourd'hui, elles sont revenues. Et enfin, c'est le retour dans notre pays d'un régime du genre de ce que le peuple a combattu et vaincu pour aller à la conférence nationale. Donc ça fait 35 ans de retard accentué de notre pays. D'accord. Alors on retourne maintenant sur ma question. Comment on organisait l'opposition face au régime? Comment vous procédez en son temps? Le PCB, quelle était, je dirais, sa stratégie de lutte ou de défense, comme vous l'avez dit, des intérêts des travailleurs? À partir de 1975-1976, le pouvoir de Kérékou qui est arrivé et qui s'est proclamé révolutionnaire a dissous toutes les organisations de jeunes, a caporalisé tous les syndicats et a créé le parti unique, le PRPB. Et toutes les organisations, tout le monde doit pouvoir répondre de ce parti-là. Donc, il a mis en place
une dictature autocratique. C'est dans ce contexte que le PCB, les communistes se sont réunis en 1976 et le PCB est officiellement créé en 1977, donc dans la stricte clandestinité. D'accord. Donc, aucun organe d'opposition, aucune organisation d'opposition n'avait droit de citer. C'est ça. Tout le monde devait répondre du parti unique qui était chef suprême de tout et du gouvernement. D'accord. En résumé, le PCB fonctionnait, je dirais, de façon clandestine. Le PCB est né dans la clandestinité et a lutté dans la clandestinité. Mais travaillait avec les masses pour briser tout, parce que son mot d'ordre qu'il a lancé, c'est qu'il faut que le peuple se lève et lutte pour la liberté et le pain. Alors, est-ce que cette clandestinité a pu justifier, je dirais, l'absence du PCB à la conférence nationale? Peut-être parce que vous craignez, vous avez peur peut-être de vous afficher en tant que communiste? Pas du tout, pas du tout. D'accord. Alors, qu'est-ce qui justifie alors cette absence à la conférence nationale? Mais justement, c'est ce que je viens de dire. Regardez le bilan. Le PCB, en 85, déjà, a fait une adresse au peuple pour un Dahomey resplendissant. Donc, il avait un programme. D'accord. Vous verrez, depuis 1985, le PCB a vu que dès sa création, pour que notre pays puisse aller de l'avant, il faut rompre avec la domination politique française. D'accord. Il faut que l'on rompe et que nous soyons souverains. Il faut que nous soyons souverains. D'accord. Et qu'il faut libérer nos langues. Parce qu'aucun pays ne s'est développé dans la langue d'autrui. Ça n'existe pas. Comme on le dit, l'oiseau grandit dans son plumage. Donc, il faut rompre avec l'impérialisme français. Et il faut construire notre pays. Et dans ce document, adresse au peuple en 1985, le PCB disait qu'il fallait, dans notre pays, créer une académie des arts, sciences et naturels. En 1985, déjà, le PCB disait qu'il faut l'informatisation de toute la vie du pays. D'accord. Le PCB disait qu'il fallait que nous prenions en main notre sort. D'accord. Vous n'étiez pas écouté, c'est ça? Non, nous avons été écoutés. La preuve, le pouvoir a essayé de vaincre le PCB, de le détruire. Et puis, avec des milliers de gens dans les prisons, avec des gens dans la clandestinité, surtout à partir de 1985, ils ont mis en place une commission de destruction du PCB et de façon cynique, les salaires, les richesses de ceux qui sont poursuivis, c'est ça qui servait à nourrir la commission. C'est ça. Mais ils n'ont pas pu vaincre le PCB. Donc, le PCB a dirigé tous les combats et à partir de 1988, tout le peuple était dans la rue avec des structures de combat qui sont qu'on appelle des comités d'action, puisque tous les syndicats étaient embrigadés par le pouvoir en place. D'accord. Et c'est ces comités d'action-là qui se sont battus un à un, méthodiquement, pour obtenir toutes les libertés, conquérir toutes les libertés. D'abord, la liberté de la presse a été conquise dès 1988. C'est ça. Parce qu'il n'y avait que 2 journaux au Bénin. Il y avait Eouzou, le journal du pouvoir, et La Flamme, le journal du Parti communiste, qui était imprimé ici et diffusé, fait clandestinement et diffusé partout. D'accord. De telle que le pouvoir s'est trouvé, il ne pouvait plus faire. C'est comme ça qu'il a autorisé Tam Tam Express et la Gazette du Golfe en 1988. C'est ça. Et toutes les autres libertés, le droit de grève, le droit de réunion, le droit de manifestation, tout ça là, ça a été conquis dans le combat, dans la lutte, malgré les répressions, malgré les assassinats. D'accord. Alors, on se demande comment vous avez pu faire tant de combats, n'est-ce pas, qui, d'une manière ou d'une autre, ont porté leurs fruits, et qu'à la conférence nationale, où on devrait, je dirais, statuer sur la situation, apporter des solutions qu'il faut, vous étiez absent. Parce que le PCB, et comme ça se fait, la conférence nationale n'était ni démocratique, ni populaire. C'est ça. Ceux qui se sont battus, les comités d'action, les comités de lutte, ils n'ont pas été invités. Pire, le coordonnateur général des comités d'action, Laurent Mentognon, était arrêté en janvier et était
En janvier 90. En janvier 90, était détenu au commissariat de PLM à Ledjo. Pendant qu'on faisait la conférence, il était enterré jusqu'au cou et torturé tous les jours. C'est ça. Donc, ceux qui devraient être à la conférence ont été exclus. Le PCB a estimé que c'est ce que le PCB proposait, et l'a dit, c'est ce qu'on appelle une assemblée constituante. Que devraient être les acteurs du combat contre le régime, ce régime-là. D'accord. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. C'est la France qui a dicté la conférence nationale par une lettre écrite par Mitterrand. François Mitterrand, le président d'alors, donnée à son ambassadeur ici, Guy Azaïs, qui l'a transféré à Ocho pour dire organiser une conférence nationale. Prenez appui sur les professeurs d'université, prenez appui sur les syndicats et non sur ceux qui se battaient. C'est ça. Donc par rapport à ça, le message était clair selon vous? Très clair, c'est pour cela que le Parti communiste a dit ce qui va se passer, c'est un marché de dupes. Alors quand les choses ont évolué, que vous avez senti que d'une manière ou d'une autre, on a déclaré la force exécutoire des décisions à prendre et qu'on a reconnu la souveraineté de cette conférence, est-ce que vous avez eu une autre lecture? Quelle fut votre réaction en ce moment-là? Mais on a notre réaction. Oui. Mais est-ce que la duperie a pris? Mais est-ce que le peuple... Malgré la souveraineté déclarée, dit que les décisions qui seront prises à la conférence seront exécutées. Oui, mais ce n'est pas, la souveraineté, ce n'était pas par rapport à ce qui fait l'obstacle principal de notre pays, qui est la domination politique française. C'est ça la souveraineté. Un peuple est souverain lorsqu'il ne dépend pas des diktats d'un pays étranger. Or, jusqu'à ce jour, depuis 90, ce qui a été décidé, c'est le PASS. Le programme d'ajustement structurel est incontournable. Et jusqu'à ce jour, toute la politique du Bénin est dictée par le FMI. Le pouvoir de Talon, depuis qu'il est arrivé, par exemple le dernier, depuis février 2017, il est sous le dictat du FMI qui passe ici tous les 6 mois pour passer en revue la politique économique et dicter ce qu'il faut faire. D'accord, on va évoluer. Ça sous-entend que pour le PCB, la souveraineté déclarée pour la conférence nationale, ce n'était pas ce que vous attendez. C'était la souveraineté de tout le peuple, c'est ça? La souveraineté, c'était par rapport au régime autocratique. C'est ça. Donc la dictature autocratique, il voulait que la décision prise ne dépende pas du pouvoir autocratique de tous les anciens, tout de là. C'est cette souveraineté-là. Ce n'est pas la souveraineté. Donc c'est pour cela qu'on a dit que c'est un marché de dupes. C'est fait par la France pour pouvoir sauvegarder sa position et sa domination sur notre pays et sauver celui qui était là. Alors, les grandes décisions ont été prises au cours de cette conférence. Est-ce que vous vous êtes retrouvés dans ces décisions qui ont été prises en 90 à ces assises? Les plus grandes décisions qui ont été décidées là, c'est le PASS incontournable. Le programme d'ajustement structurel incontournable. Donc, le renforcement de notre pays sous la domination des puissances étrangères et de ça. Et avec tout ce que vous savez, bon, les entreprises publiques coupées, les trucs, nos langues qui ne devraient plus être langue là-dessus, la langue française comme seule langue de domination et d'instruction et de structure du pays. Donc, ce qui fait que pour être maire, je ne sais pas, à Segbana, il faut savoir lire et écrire le français et non savoir lire et écrire le beau. D'accord. Donc, ça veut dire, comme toujours, les anciens colons administrateurs, les administrateurs avant, donc nos maires sont comme les administrateurs d'avant. Alors, ces assises ont donné naissance à la conférence, pardon, ont donné naissance plutôt à la démocratie. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez senti un tic? Ça vous a fait quelque chose de savoir que, bon, finalement, la façon dont le pays était quelque peu verrouillé, comme vous l'avez dit, qu'il y a une forme de liberté qui s'est instaurée dès le renouveau démocratique? Non, voilà le problème. C'est que le pouvoir de Kérékou était complètement à terre. De 87 à 98, il y a eu 3 coups d'État, dont l'un des derniers fait par son aide de camp, le colonel Abdourahmane, et
son chef de service de renseignement. C'est ça. Donc le pouvoir de Kérékou n'avait plus rien. Ce qui était en jeu, quel pouvoir allait continuer de diriger notre pays? Est-ce que c'est un pouvoir patriotique, Oui. démocratique, avec les comités d'action et ceux qui se battaient, qui avaient dit qu'il faut nécessairement le contrôle populaire de la gestion du bien public avec l'élection et le contrôle de ceux qui gèrent la gestion publique et la souveraineté de notre pays, ou bien continuer comme avant. Est-ce que ce diagnostic n'avait pas été posé à la conférence nationale? Bien que Non. vous n'étiez pas, on sait que sans doute vous avez suivi ça à la radio puisque c'était retransmis en Le direct. diagnostic n'a pas été fait, au contraire. Après la conférence nationale, pendant que les comités d'action demandaient que les pilleurs de l'économie rendent gorge et que les tortionnaires soient jugés et punis, aucun tortionnaire, ceux qui ont tué à Popo Glédé, ceux qui ont tué tous ces gens-là, tous ceux qui ont torturé dans les camps de Segbana, personne n'a été jugé ni sanctionné. C'est ça. Ceux qui ont volé tout ça là, pillé, tué les banques, personne, sauf l'étranger, Cissé, à part celui-là, tous. Très bien. Et la conférence nationale, en maintenant Mathieu Kérékou, presque un an après, lui a donné l'immunité personnelle. Donc le chef des tortionnaires et le chef des pilleurs a l'immunité personnelle. Ça veut dire que la torture et la corruption ont été légalisées par la conférence nationale. En résumé, la conférence nationale, selon vous, n'a absolument rien apporté de bien. Tout ce qui avait, le seul truc, la conférence, ça imposait les libertés qui avaient été conquises déjà par les combats dans les rues. D'accord. Donc, le reste, c'est que au lieu que ça nous permet d'aller de l'avant et que notre pays se construise et que la jeunesse puisse retrouver son truc et que 35 ans, on ne soit pas là avec le chômage et la précarité développée, pour qu'on n'en soit pas là avec la corruption généralisée, parce qu'il y aurait le contrôle de la gestion du bien public. La conférence nationale, sous la dictée de François Mitterrand, de l'impérialisme français et de ces gens, a fait que nous avons maintenu le retard de 35 ans. C'est ça. Alors, on va parler maintenant de la santé du PCB, votre parti. On a noté, hein, je dirais, cette forme d'inertie, si vous permettez. En tout cas, cette absence sur le terrain politique et autres. Qu'est-ce qui justifie cela? Ah bon? Je suis étonné. Moi, je suis étonné de l'absence sur le terrain politique. Parce que le PCB est toujours là. Nous avons fait tout. Je vous ai dit que nous sommes retournés, le retard exacerbé de notre pays, nous sommes retournés au régime du même genre de ce qu'il y avait avant la conférence nationale. Donc, c'est une dictature autocratique qui existe. Ce n'est pas moi qui le dis, même ceux qui ont écrit ces lois-là, les ont votées, les ont votées les yeux fermés, disent que c'est les lois liberticides. Donc, nous sommes revenus ici-là, les lois liberticides, avec une gestion opaque de l'économie, avec des trucs gré à gré, donc où la corruption est là. Donc, à partir de là, le PCB a continué toujours ses actions, tout le temps, tout ces semaines. On a noté que depuis le renouveau démocratique, le PCB n'a eu qu'un seul parti, n'a eu qu'un seul député à l'Assemblée nationale. Justement. Et chemin faisant, n'est-ce pas, le parti progressivement est en train de sombrer. Qu'est-ce qui justifie ce déclin que vous semblez ne pas trop reconnaître? Non, c'est ce que vous dites. Ouais. Je vais vous dire, à part les élections de 91, toutes les élections organisées sous le renouveau démocratique ont été des élections de corruption. Pourquoi? Ce n'est pas la corruption que le président Kérékou a été battu par le président Nicéphore Segoula a été battu par la corruption de la Cour constitutionnelle. Ah bon? Ce n'est pas la corruption que les 11 députés que le Parti communiste a eu en 1995 ont été volés parce qu'on a dit qu'il y a ceci, cela et qu'on n'en a eu qu'un. Ah bon? C'est-à-dire de 11, on a levé le 1 qui suit derrière, il ne reste que 1, c'est ça? Ah bon? C'est trop magique ça. Hein? De 11, on en vient à 1. Il y a de quoi s'étonner quand 30 ans après, vous venez dénoncer cela. On l'a dénoncé dès le début.
les élections de 2001, c'était si corrompu que Soglo et Humbedi ont refusé d'aller faire le second tour. Parce qu'on avait une cour constitutionnelle où le nombre, qui disait, où comptait que le nombre de votants était supérieur au nombre d'inscrits, et le nombre d'inscrits changeait de tout le temps, au point où Humbedi a dû dire que c'est une cour des miracles. C'est ça. Le truc de 2006, mais Humbedi a encore dénoncé qu'il a fallu 13 milliards pour que les gens qui étaient contre lui aillent voter pour Yahi. En 2011, on a vu le hold-up électoral. Ne parlons plus de 2015 et de 2016, où tout le monde disait que c'était les télécommandes virtuelles qui achetaient députés et autres. D'accord. Donc, c'est alors la corruption généralisée. D'accord, que faisait le PCV durant tout ce temps? Donc, c'est parce que vous avez parlé des élections que je vous dis, toutes les élections ont été, c'est des élections de corruption. Vous n'avez pas trouvé de transparence à toutes ces élections? Mais il n'y en avait pas, ce n'est pas moi. Je vous donne des exemples du sommet, de ceux qui ont participé, de ceux qui sont dans le système. Donc nous qui n'étions pas dans le système, c'est ceux qui sont dans le système. Voilà ce qui se passe. D'accord. Alors, on va observer un rideau, je dirais, qui nous permet de consulter quelques pages de l'histoire, toujours avec les journaux durant la période de 90. Nous sommes avec Asiongwan Kanyi. Asiongwan, c'est la revue de presse et on revient pour suivre nos échanges. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur la revue de presse spéciale Conférence nationale des forces vives de la nation. Dans la parution numéro 3627 du journal Legozu, paru le 22 février 1990, Maurice Tchabi écrivait « La nature, peut-on dire, était au rendez-vous pour le démarrage de la Conférence nationale des forces vives de la nation, tant attendue. » Les 488 invités à l'hôtel PLM à Ledjo pour l'historique rendez-vous avaient en effet bien joui de la fraîcheur nationale par la précoce mais bienheureuse pluie en ce mois de février-mai lorsque le moment solennel de l'ouverture était arrivé. La salle de la conférence de l'hôtel était devenue trop exiguë pour accueillir tous les délégués. Il eût fallu une salle plus spacieuse, mais face à l'évidence, les participants devaient se contenter de la situation. Le journal de rapporter le président Mathieu Kérékou, pour lequel le devenir de notre pays et l'avenir de notre peuple doivent être constamment les préoccupations majeures de la conférence, dont les délégués pourront trouver la source de leur inspiration féconde dans le riche et impérissable précepte de l'un de nos glorieux ancêtres, le roi Guézo, qui nous enseigne que si tous les fils du pays venaient boucher de leurs doigts les trous de la jarre percée, la patrie serait sauvée. Le journal de présenter le présidium composé de Monseigneur Isidore de Souza comme président, Léopold Dossou, premier vice-président, Maître Bertin Borna, deuxième vice-président, Albert Evoegre comme rapporteur général, pour ne citer que cela. Dans un tout autre article, Maurice Tchabi écrivait qu'on pourrait dire, certes après 30 années d'indépendance, que le peuple béninois a acquis une maturité politique qui lui permet de transcender aujourd'hui les querelles mesquines du tribalisme. Mais la vérité est que le tribalisme, une réalité de la vie politique nationale qu'on ne saurait occulter, mais qu'il est impérieux de surmonter pour réaliser l'unité nationale indispensable à l'amorce de toute politique de développement. Léon Bratier, pour sa part, écrivait qu'avant même que les délégués des différentes sensibilités de la conférence ne tablent en commission sur les projets de société, les esprits s'échauffaient déjà sur le sujet de la constitution d'un gouvernement de transition. Comme l'a indiqué le chef de l'État devant la conférence, il s'agira tout simplement d'ouvrir le gouvernement actuel à d'autres sensibilités, ceci par un remaniement ministériel. C'était la revue de presse spéciale Conférence des forces vives de la nation. C'était la revue de presse spéciale Conférence des forces vives de la nation de février 1990. Merci de l'avoir suivi.
Allez, la synthèse de quelques faits marquants de la conférence nationale vue par nos confrères de la presse écrite de l'époque. On revient en plateau toujours avec Jean Kokou Zounon du parti PCB, le parti communiste du Bénin. Jean Kokou Zounon, on veut s'intéresser maintenant toujours à la santé de votre parti. Comment se porte le PCB aujourd'hui? Le PCB se porte très bien. Il souffre de ce que souffre notre peuple. Il souffre de quoi exactement? Il souffre du fait que notre peuple est réprimé. Vous vous imaginez? Des jeunes, par exemple, qui font, après le massacre de nos soldats, qui disent qu'ils veulent manifester pour rendre hommage, apporter leur soutien, demander le départ des troupes françaises, donc une liberté d'opinion. C'est ça qui rend malade le PCB? C'est ça qui rend malade le PCB? Non, non, non. C'est la répression des actions et du peuple. D'accord. Parce que pour qu'un parti qui demande que notre pays soit lui-même, qu'il soit souverain, et lorsque vous demandez, vous posez des actes à la souveraineté, comme le départ des troupes françaises dans notre pays, on commence à les pourchasser, à les mettre en tôle, à les juger pour les libertés d'opinion, évidemment. C'est des freins qu'on met à votre action. Alors, il y a une grosse interrogation qui se présente à nous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut réellement continuer de dire du PCB qu'il est un parti en raison, je dirais, des réalités du moment, des réformes sur le système partisan, les formalités à remplir au niveau du ministère de l'Intérieur pour être un parti en bonne ou due forme? Est-ce qu'aujourd'hui, si on feuillette les documents au niveau des institutions en bonne et due forme, on va retrouver le PCB comme un parti en règle vis-à-vis des réalités du moment sur le terrain? C'est ça que je vous ai dit dès le départ. Le retard accentué, c'est que nous sommes revenus comme au niveau du régime politique qu'on a combattu à la conférence nationale, où il n'y a que des partis du pouvoir, des partis qui sont avec le pouvoir. Donc c'est ça. Mais rien n'empêche un parti qui fut-il de l'opposition de se créer. Il y a des modalités, il y a les conditions. On a fait tous les papiers. On a fait tous les papiers. Nous avons fourni tous les papiers. On a fait la conformité. On a déposé. Le ministre de l'Intérieur nous a dit rectifier ceci, ceci. On a rectifié. Alors, si on vous invite à rectifier, ça veut dire que vous n'avez pas bien fait. Mais vous avez fait, mais peut-être vous n'avez pas bien fait. Non, dans le temps qu'il faut, on a tout fait. Et puis, mais est-ce que vous avez bien fait? Parce qu'il faut bien faire. Il y a bien d'autres partis qui ont été, je dirais, recalés parce qu'ils n'avaient pas tout rempli. Et plus tard, ils sont déclarés en règle. Attendez, on a tout fait. Et en outre, tout fait et bien fait? Tout fait et bien fait. Allons-y. Alors, le président de la République nous invite. On vient. Il dit tout ce que vous avez fait là, c'est bien. Mais allez écrire que vous n'existiez pas avant 2019. Donc, écrivez que vous avez un nouveau parti pour dire que vous n'étiez pas là après 2019. On les a invités en août 2019. Donc, après les élections que l'on connaît, les élections législatives. De 2019, d'accord. Que vous n'existiez pas avant 2019. Il faut faire un autre truc. Et avec ça, vous pouvez même vous réunir à deux. À deux, écrire ça seulement, je vous autorise. Le PCB a dit non, je ne fais pas ça. Et tous ceux qui sont morts, tous ceux qui se sont battus pour le PCB, tous ceux qui ont fait le camp de Segbana, tous ceux qui ont fait le camp de là, ils viennent où? On ne va pas nous prostituer pour la mémoire. Donc, c'est pour cela que on a confisqué notre récépissé. Donc, en résumé, le PCB n'existe pas dans les documents du ministère de l'Intérieur comme parti en règle en République du Bénin. Parce qu'on a un régime autocratique et de dictature. Non, c'est vous qui le dites. Il y a des formalités à remplir pour se retrouver à ce niveau. Oui. C'est Adrien Ongbedi qui commence finalement à comprendre que c'est des lois liberticides. Ce n'est pas nous. Si c'était nous seulement qui le disions là-dessus. Voilà le président de l'Assemblée nationale qui a signé toutes ces lois-là, comme il le dit, les yeux fermés, qui l'a dit tout dernièrement. Donc, alors, est-ce que parce que pendant longtemps vous avez fonctionné dans la clandestinité, que ça ne vous gêne pas de vous proclamer comme parti existant, d'être parti communiste et de se présenter comme tel, alors qu'au niveau des institutions, vous n'êtes pas en règle? Parce qu'on a des institutions autocratiques et des institutions... Alors, qu'est-ce qui vous empêche de vous conformer comme l'ont fait beaucoup d'autres partis qui existaient aussi avant 2019? Quel parti existait avant? Non, les interrogations, quand ça vient de moi, ça devient plus intéressant. Et de vous, quand viennent les réponses, ça devient intéressant au niveau de nos téléspectateurs.
il n'y en a pas. Le PSD de Bruno Amoussou, c'est foutu. Le PRD, on l'a mis avec l'UPR. Et tous les autres. On ne les a pas obligés. Mais ils sont partis avec l'UPR. On les a obligés, ils sont partis avec l'UPR. Il a fallu que le type se détache tout dernièrement. Dites-nous, la RB de Soglo, il est parti, il est où? La RB de Soglo, le PRD de Bruno Amoussou, le PSD de Bruno Amoussou, l'UDPN de Zissou, il est où? Ils sont où? Donc, le type, le pouvoir actuel a détruit tous les partis qui pouvaient lui faire opposition. Est-ce que ce discours, hein, je dirais, ce narratif que vous avez n'est pas lié à, je dirais, une forme d'incapacité du parti à se mettre en règle vis-à-vis Mais je vous dis qu'on a rempli toutes les formalités. Toutes les formalités ont été remplies. Allez poser la question, toutes les formalités, je vous donne. Le PCB lutte pour sa légalité et fait le truc pour être dans la légalité. Allez, on retourne à la conférence nationale. Qu'est-ce que vous retenez de bon à la conférence nationale de 90? On ne peut pas dire que tout est mauvais, non? Non, attendez. Ce qui avait été l'effort, le combat qu'avait fait le peuple, appelait mieux que ce qui a été fait à la conférence nationale. Et c'est pour cela que je dis, c'est ça qui explique les retards exacerbés. Donc tout est mauvais à la conférence nationale. On a pris 10 jours, selon vous, pour s'amuser, pour faire du cantatin en quelque sorte. Le seul truc que la conférence a été obligée de valider, c'est les libertés conquises dans les rues. Tout ce qu'eux-mêmes ils ont ajouté, c'est ce qui va dans l'intérêt de la France coloniale et de ses agents au Bénin. C'est pour cela que le marché de dupes dont nous parlions, où les gens pensaient que non, un parti, pour être un parti d'avant-garde qui veut diriger le pays pour son bien, doit voir loin et non l'obtus. Nous sommes à l'ère du renouveau démocratique. Vous pensez que les choses n'ont vraiment pas changé? C'est un peu comme si on se retrouvait dans les années 72 jusqu'en 89, c'est ça? 72 à 89. Ce n'est pas dans les mêmes trucs, mais le peuple s'est battu pour qu'il n'y ait plus 72 à 89. Voilà que de 2016 jusqu'à présent, le peuple s'est retrouvé dans les mêmes conditions que de 72 à 89. D'accord. Alors la conférence nationale a finalement servi à quoi? Ça, c'est la grosse interrogation. Et parce que quelqu'un dit, nous avons vaincu la fatalité. Voilà que nous sommes encore maintenant dans le Wahala. Vous ne pensez pas qu'on a vraiment vaincu la fatalité quand on sait qu'on avait un régime vraiment, comme vous-même vous l'avez dit, autocratique, un régime un peu militaire, un régime un peu dur, métallique en quelque sorte, mais qui a accepté que la conférence nationale se tienne pour qu'on puisse faire le diagnostic de ce qui ne va pas et réfléchir ensemble pour que la solution soit trouvée. On a ouvert, je dirais, les échanges à tout le monde pour permettre à les différentes couches de la société d'apporter les solutions qu'il faut, sauf le Parti communiste du Bénin qui a boycotté les assises. Non, c'est pas vrai. C'est ce que je vous dis. Les comités d'action, ceux qui se sont battus pour créer les conditions des comités d'action, ceux-là, ils n'ont pas été invités, ils ont été interdits. Et je dis, leur chef était sous torture. Laurent Métognon était sous torture. Vous l'avez dit à l'hôtel PLMA. Allez, donc là-dessus. De toutes les façons. Et ce serait votre mot de conclusion. Le temps est vite passé. Un peuple fait toujours son expérience d'aller de l'avant. Et l'espoir est commun. D'accord. Le programme du PCB est toujours là. Et est repris et développé aujourd'hui par Philippe Noudjanoumé, le premier secrétaire du parti, président de l'Alliance pour la patrie, qui a bien encore dit l'espoir est connu et que nous disons alors il faut une nouvelle assise, une nouvelle conférence véritable maintenant, que ce soit les acteurs qui se battent, qui puissent aller pour que nous puissions établir la souveraineté réelle de notre pays avec le départ des troupes françaises et pour qu'on ait vraiment un pouvoir patriotique et de probité. Jean Kokou-Zounon, merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau de Info Continue. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Je précise que nous avons reçu Jean Kokou-Zounon, qui est membre du Parti communiste du Bénin. On se donne rendez-vous demain pour partager avec vous le reste de l'information. L'information continue donc sur Canal 3 Bénin. À demain.